Salut Sylvain, Salut Mathieu. dis-moi, aujourd'hui je voudrais qu'on fasse la différence entre un viewer et un customer, Ouais. donc un spectateur et un futur acheteur. Et bien sûr, comme d'habitude, tout ça avec le prisme YouTube. Est-ce que ça te va? Mais carrément, c'est un sujet super intéressant aussi et qu'il a aussi très peu traité quand on regarde des chaînes qui donnent des conseils YouTube parce que ces chaînes-là habituellement parlent aux créateurs de contenu qui sont pas forcément des vendeurs, qui n'ont pas de produits ou de services à vendre derrière, qui veulent juste faire des vues. Donc là, comme nous, on est sur un modèle économique différent, on veut trouver des clients, trouver des prospects, c'est important de considérer que les personnes qui vont voir nos vidéos sont des potentiels futurs clients. Et donc, comment on crée la bonne relation, comment on crée le bon contenu qui les amène là. Est-ce que, par exemple, c'est plus intéressant d'avoir une vidéo qui fait 1 million de vues et qui vous amène un peu de clients en proportion? Est-ce que c'est plus intéressant d'avoir une vidéo qui fait 100 vues mais qui vous amène les bons clients? Je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses? Non, non, mais c'est exactement ça. C'est une métrique que la plupart des personnes qui se lancent sur YouTube regardent, c'est le nombre de vues. Et je pense que c'est une erreur quand notre objectif de notre chaîne YouTube est de convertir des personnes en clients. Voilà. Quand un entrepreneur, une entreprise va sur YouTube, elle ne veut pas devenir, comment dire, un autre créateur de contenu divertissant qui va faire des milliers, des millions de vues. Elle veut, comme tu le dis, créer une audience engagée qui va regarder ses vidéos parce qu'elle se pose des questions, parce que cette entreprise et cette chaîne YouTube répond à des problèmes et cette entreprise a une solution. Donc, ce qu'elle veut, et c'est bien là la grosse différence, c'est comment dire, faire germer cette idée dans la tête du viewer que elle a sa solution à son problème. Donc, attention, pour tout entrepreneur qui veut se lancer sur YouTube, ne regardez pas que les vues. Ce n'est pas la bonne métrique. Ouais. Voilà, moi, c'est ce que je dis en tout cas. Ouais, je trouve ça un sujet super intéressant en fait en vrai parce que il y a la solution évidente et il y a la solution qui tire profit de la plateforme YouTube mais qui demande plus de travail mais qui peut amener beaucoup plus de résultats. La solution évidente, c'est effectivement de se dire mon potentiel client a un problème, j'apporte une solution à ce problème, donc ma vidéo va traiter de comment résoudre ce problème. C'est la fameuse vidéo qui est optimisée pour la recherche, Mm. qui est un très bon point de départ et qui est effectivement un type de vidéo qui convertit très bien en général. Pourquoi ? Parce que la personne qui tombe sur votre vidéo, elle a le problème le plus douloureux du monde puisqu'elle vient d'aller sur YouTube pour taper exactement j'ai ce problème, aidez-moi. Et donc vous arrivez en apportant la solution. Alors l'idée dans cette vidéo-là, c'est d'apporter des vrais conseils et des vraies solutions, pas juste de dire chez nous on est capable de résoudre ce problème et venez lâcher 2000 balles pour qu'on vous résolve votre problème. Donnez déjà des solutions et la personne sera convaincue que vous êtes la bonne personne et elle pourra vous suivre là-dessus. Donc ça, je trouve ça c'est super intéressant, en particulier quand on a une solution toute faite, clé en main, à un problème simple, et que c'est un one-shot. On achète le truc, on repart, ensuite on va même pas retenir le nom de la personne qui a créé la vidéo, elle a répondu à notre problème, j'ai trouvé ma solution, c'est super. Donc ça peut être Premier intéressant stade, pour quoi. la pure acquisition très rapide. Mm. Euh, le problème de cette solution-là, c'est qu'on va toucher une audience très réduite, qui est l'audience des gens qui sont sûrs qu'ils ont ce problème et qui sont là aujourd'hui en train de chercher la solution. Et ce qui est intéressant avec une plateforme comme YouTube, c'est de réussir à faire prendre conscience à beaucoup d'autres gens qui pourraient être intéressés par votre solution et que peut-être ils ont un problème qu'ils n'avaient pas identifié ou que peut-être c'est un sujet qui les concerne aujourd'hui ou qui les concerneront bientôt et quand ils auront ce problème qui apparaîtra, ils penseront à vous. Ou pour aller toucher des gens qui pensaient même pas que vous pouviez apporter la Ouais. solution à ce problème ou qui pouvaient trouver la solution à ce problème sur YouTube et qui aujourd'hui cherchent une solution ailleurs ou essaient de se débrouiller par leurs propres moyens. Et en fait, toutes ces audiences-là, elles représentent une masse bien plus importante que les gens qui sont déjà convaincus et qui ont déjà décroché, enfin qui ont déjà tapé sur YouTube. En fait, si on reprend un business classique, en dur, imaginez que les gens qui tapent dans le moteur de recherche « j'ai un problème, aidez-moi », c'est les clients qui ont trouvé votre numéro de téléphone dans le bottin, qui vous ont appelé et qui vous ont dit « bonjour, j'ai ce gros problème, aidez-moi ».
c'est ces clients-là, d'accord? Et ces clients-là, en général, c'est pas les clients récurrents, c'est des clients qui vont avoir besoin juste d'un dépannage ou d'une solution d'urgence. Et après, ils repartiront dans leur vie. Et en fait, la communication que fait votre boîte habituellement, dans les magazines, les pubs, le démarchage téléphonique, etc., bah, tout ça, c'est ce qui va se regrouper dans la deuxième stratégie YouTube, qui consiste à attirer des personnes autour de votre thématique et de vos valeurs, et qu'ensuite, ces personnes-là, petit à petit, puissent se dire, OK, en fait, je pourrais bénéficier de travailler avec ces gens-là. Voilà, j'ai blablaté beaucoup, je te laisse un petit peu la parole, j'ai pas de questions pour te renvoyer la balle, mais qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Non, mais je comprends ce que tu veux dire. En fait, si on pouvait schématiser, il y a deux façons d'avoir des acheteurs potentiels sur YouTube. La première, qui est très simple, c'est de se dire que la personne va sur YouTube, clique sur le lien de la description et achète. Ça, c'était un peu la fameuse vidéo, comme tu dis, recherche. Et après, il y a la deuxième façon de faire, et c'est celle qu'on préconise sur le long terme, c'est-à-dire que YouTube n'est plus une plateforme d'acquisition, mais YouTube va être une plateforme de découverte. Ça va être là où on va faire découvrir sa chaîne, ses valeurs, très important, son univers, voilà. Mais il n'y a pas forcément tout de suite de lien entre la vidéo et l'achat. Dire que la personne va vous découvrir sur YouTube parce que vous avez fait une vidéo qui est aux abords, qui est sur les côtés de votre problème. Voilà, on rentre pas directement dans votre problème, mais on est un peu autour. Vous allez commencer à apprécier la personne, à apprécier le contenu. Donc après, vous allez commencer à se dire, bah tiens, qu'est-ce qu'il fait d'autre ? Est-ce qu'il a un site ? Est-ce qu'il a d'autres réseaux sociaux ? Un Twitter, un LinkedIn, un Instagram ? Ok, et ben je vais aller peut-être m'abonner à ces autres réseaux sociaux. Je vais de plus en plus commencer à découvrir cette personne et m'attacher en tout cas à l'entreprise, à l'entrepreneur, peu importe. Et petit à petit, ce contenu va vous faire prendre conscience que vous avez un problème, que vous n'aviez peut-être même pas anticipé. Et petit à petit, vous allez être OK pour à un moment régler ce problème. Mais comme tu le dis, c'est pas du one shot de je vois une vidéo et j'achète. C'est plus sur la longueur et c'est ce qui va faire que votre communauté va grandir parce que elle va d'abord s'attacher à vous avant d'aller directement chercher un problème à sa solution. C'est peut-être ça que tu voulais dire un petit peu ? Ouais, c'est ça. Et ce qui est intéressant aussi à développer une communauté autour de ses valeurs, autour de son entreprise, c'est que ensuite on va pouvoir lui demander ce qu'elle veut, cette communauté. Donc je reviens sur l'exemple de votre boîte habituelle, normale quelque part. Une fois que vous avez fini votre SAV, etc., et que vous avez des clients récurrents, qu'est-ce que vous allez faire avec ces clients récurrents ? Vous allez régulièrement aller en rendez-vous avec eux, leur demander « Est-ce que ça va ? Est-ce que vous avez des problèmes ? Est-ce qu'il y a des trucs que je peux faire pour vous aujourd'hui ?» Et si vous avez 10, 15 clients récurrents qui vous disent « Bah justement, là en ce moment, j'ai ce problème-là, je sais que pour l'instant, vous n'avez rien pour moi, mais si jamais un jour vous développez une solution, ça m'intéresse. » Qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez évidemment développer une solution là-dessus. Je vais revenir sur des exemples YouTube. J'ai un client qui, lui, il fait de l'entretien de piscine. D'accord, c'est son boulot. Il va chez les gens, il nettoie la piscine, il entretient, il change les liners et les trucs comme ça. Il a développé une énorme audience sur YouTube et au fur et à mesure du temps, il s'est dit, mais en fait, il y a des gens qui ont envie d'apprendre à entretenir leur piscine tout seul. J'aurai toujours mes clients qui veulent que je fasse ça à leur place, mais il y a aussi beaucoup de gens qui aimeraient bien faire tout seul. Donc, je vais écrire un guide, un bouquin que je vais vendre à 30 balles et que je vais placer dans chacune de mes vidéos. Et aujourd'hui, il est en train de shifter son business model et il est en train de plus devenir vendeur de son livre, quelque part, que réparateur de piscine au quotidien. Et il y en a plein des exemples comme ça de personnes qui changent de modèle économique en cours de route parce qu'ils se disent, bah maintenant que j'ai cette communauté, comment je peux la servir au mieux ? Et c'est peut-être pas mon métier d'origine. Il y a un exemple américain d'une chaîne qui s'appelle Clean My Space. Donc ils faisaient au départ, ils avaient une entreprise qui faisait du nettoyage chez les gens. Il y en a beaucoup dans le nettoyage aujourd'hui. Et donc, c'était exactement ça. Ils voulaient juste trouver des clients. Donc, ils se sont dit, bah, on va se lancer sur YouTube et que ça, nos clients vont nous trouver. Ils sont arrivés à plusieurs millions d'abonnés assez rapidement. Et donc, très rapidement, ils se sont rendus compte qu'en fait, bah, leur business du quotidien, alors, il existe toujours. Ils ont toujours leur boutique. Ils tiennent à le garder. Mais aujourd'hui, 90% de leur chiffre d'affaires, il est fait autour de la vente de produits online pour aider les gens, pour que les gens puissent faire du nettoyage chez eux, à domicile, par eux-mêmes, etc. Et il y a plein d'exemples comme ça. Et ça, je trouve ça le vrai potentiel, il est là. Mais c'est vrai que faire des vidéos
simples au début qui répondent à un problème, c'est un bon point de démarrage. Non, Mais il faut pas s'enfermer là-dedans, je pense. C'est un bon point de démarrage. Le souci qu'on va avoir à faire juste du problème-solution, en fait, c'est surtout que on va se baser et on va être concurrencé sur le prix. Et souvent, en fait, le client, le futur acheteur, va regarder le prix. Par contre, si, un peu comme les deux exemples que tu viens de donner, si vous avez un contenu qui va plutôt éduquer, qui va montrer vos valeurs, qui va montrer votre expertise, au fil du temps, les futurs acheteurs, les prospects, c'est pas le prix qui va les intéresser. Ce qui va les intéresser, c'est de travailler avec vous. Ouais. Et que avec vous. C'est ça qu'ils veulent. Peu importe le prix. Alors, n'exagérons rien non plus, mais c'est pas le prix qui va être déterminant, c'est ça, c'est de travailler avec vous. Je pense que ça t'est déjà arrivé, moi pareil, des personnes qui nous contactent et en 2 phrases, ils nous font comprendre. Je veux travailler avec toi, Sylvain. Je veux travailler avec toi, Mathieu. Et pourtant, on n'est pas les seuls à parler de YouTube. Il y en a plein d'autres. Mais à un moment, ils ont été accrochés par notre personnalité, par notre façon de travailler, et c'est pas le prix, parce que des gars pas chers, vous en trouvez, vous allez sur 5euros.com, hein, il y a des gars qui gèrent des chaînes YouTube pour 5 euros. Donc, encore une fois, l'avantage d'avoir une chaîne YouTube, l'avantage de créer du contenu long sur YouTube, c'est aussi ça. C'est aussi comme on l'a déjà dit dans ces épisodes, de créer une marque personnelle. Et que cette marque personnelle soit reconnue pour des valeurs, pour une expertise, et pas seulement pour un prix. Parce que le prix, il y aura toujours quelqu'un qui pourra faire moins cher que vous. Voilà, le prix n'est pas une différenciation. Ou en tout cas, c'est une très mauvaise différenciation. Par contre, qui vous êtes, ça, c'est la vraie différenciation, et c'est ça que vous devez creuser sur YouTube. Et c'est là la différence qu'on va avoir entre une chaîne YouTube qui veut aller chercher des spectateurs et une chaîne YouTube qui veut aller chercher des futurs acheteurs. Voilà, il y en a une qui va faire du grand public, qui va vouloir plaire à tout le monde, donc pour aller chercher de la vue, et il y en a un qui va être authentique, qui va mettre ses valeurs en avant et qui ne veut pas plaire à tout le monde, mais elle sait très bien que son audience, petite soit-elle, sera engagée et sera prêt derrière à acheter ses produits, à acheter ses services et à aider cette entreprise aussi à se développer, comme tu l'as dit, et de pouvoir à un moment pivoter grâce à son audience, parce que vous aurez vraiment un lien beaucoup plus proche, profond avec cette audience, et c'est elle qui va vous indiquer souvent la marche à suivre derrière. C'est trop bien, c'est exactement ça. Tu l'as dit bien mieux que j'aurais jamais pu le dire. C'est vraiment l'intérêt, ouais, développer sa marque personnelle, montrer votre personnalité, votre façon de travailler aussi. On va percevoir des signaux en vidéo, on va dire ah ok, mais je comprends parce que cette personne ne se contente pas de répéter des on-dit, mais va aller chercher de l'information, va aller chercher de la data. Cette personne, parfois, on va se dire tiens, moi j'aime bien, par exemple, quand j'essaie d'évaluer si je veux travailler avec une personne, j'aime bien voir si cette personne est capable de me dire qu'elle sait pas. Je trouve que c'est une énorme qualité quand quelqu'un me dit là je suis désolé, j'ai pas cette information, je vais aller la chercher, je vais voir si je peux la trouver, plutôt que quelqu'un qui pense avoir toutes les vérités. En général, quelqu'un qui pense avoir toutes les vérités, c'est qu'en général il a des acquis qu'il les remet jamais en question, et ça pour moi c'est dangereux. Donc voilà, moi c'est un de mes critères, mais chacun a des critères différents, et c'est vrai, tu as raison, quand on bosse avec des clients pros, j'ai envie de dire même des clients à forte valeur ajoutée, c'est toujours la personne qui compte beaucoup plus que l'information délivrée ou l'offre de service précisément. C'est plus je veux travailler avec toi, dis-moi comment tu bosses. C'est aussi un autre avantage aujourd'hui quand on a des propositions, des prestats à faire à des clients, la plupart du temps on est capable d'amener le client à s'adapter à notre système quelque part et de dire écoute, moi j'ai déjà testé plusieurs choses, ce système fonctionne, fais-moi confiance, on va y aller, et le client va dire oui, je te connais, je peux te faire confiance, je sais que ça va marcher. Là où quelqu'un qu'on connaît de nulle part, on ferait beaucoup moins confiance. Du coup, alors, j'ai une question qui m'est venue là comme ça et que j'ai envie de te poser. Vas-y. Est-ce que tu penses que YouTube, du coup, est plus réservé à des gens qui ont des offres à forte valeur ajoutée, ou est-ce que on peut, je vais prendre un exemple dans la pâtisserie par exemple. Imagine, tu es Mamie Nova, et donc tu fais des petits gâteaux, des yaourts ou des trucs comme ça, et que tu vends en supermarché par millions. Est-ce que tu penses que Mamie Nova a intérêt à développer une relation de confiance avec une audience, etc. Ou est-ce que, non, en fait, son modèle économique, c'est
on fait de la pub, on fait de la masse, et donc quelque part Maminova n'a pas tellement sa place sur YouTube. Là où on va voir par exemple des pâtissiers de luxe qui ont une boutique à Paris sur les Champs-Élysées, on comprend bien l'intérêt pour eux de montrer tout le cœur qu'ils mettent dans leur, tu vois, un Cédric Grolet par exemple, tout le cœur qu'ils mettent sur ses pâtisseries, etc., qui fait que, comme on le connaît un petit peu, qu'on le suit, on est prêt à payer 15 balles pour une petite pâtisserie. Là, on voit l'intérêt. Mais est-ce que des grandes marques, du coup, tu penses, pourraient avoir intérêt, celles qui font de la distribution en masse et qui, du coup, sont sur ce segment de prix? Très bonne question. Alors, est-ce que, en gros, c'est ça. Est-ce que le fait de faire la masse à petit prix, il y a un intérêt d'aller sur YouTube? Je pense qu'il y a toujours un intérêt à aller sur YouTube, même quand on fait de la masse. Parce que faire de la masse, il faut qu'on soit dans l'esprit des gens. Donc le fait de créer du contenu régulièrement sur YouTube va faire en sorte qu'on va être dans l'esprit des gens. C'est un peu le principe de la publicité qu'on a à la télé. À la télé, c'est ça la publicité, c'est des gens qui font de la masse et ils vous martèlent de publicité toute la journée pour que quand vous arriviez dans un supermarché, bah, vous pensiez à cette marque. Donc oui, YouTube, tu peux aller pour faire de la masse. Mais je pense encore une fois que l'intérêt, c'est peut-être aussi d'aller trouver des nouvelles façons de vendre ou des nouvelles choses à vendre. On reprend l'exemple de Maminova là, qui fait c'est quoi, c'est des madeleines, c'est ça, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais, ils ont plein de trucs, mais voilà, de petits gâteaux. Bah peut-être que derrière, le fait de faire du contenu va leur permettre de réfléchir à des nouvelles offres. Parce qu'effectivement, ils peuvent faire de la masse. Mais il y a un moment, encore une fois, peut-être grâce à leurs vidéos, il y a des personnes qui vont les contacter pour des partenariats, pour du conseil. Voilà. Quand on voit aujourd'hui, imaginons, Maminova nous montre un petit peu les coulisses de ce qu'elle fait. Il y a peut-être des nouvelles industries qui vont se dire, tiens, c'est intéressant ce qu'ils font. Voilà. Est-ce qu'on peut pas adapter ce que fait Maminova à nous? Tiens, est-ce que ce serait pas mal que je les contacte? Voilà. Et peut-être, pourquoi pas, avoir une branche conseil? Parce que Maminova maintenant est reconnue au niveau de la France et mondialement, et que d'autres entreprises vont la contacter pour du conseil en stratégie, pour du conseil en industrie. Donc, encore une fois, et c'est ce que tu disais pendant l'épisode, et ça j'ai bien aimé, c'est que le fait de créer du contenu et d'avoir à disposition une audience va nous permettre aussi de réfléchir avec cette audience à de nouveaux produits et de nouvelles opportunités. ouais. Pour moi, un entrepreneur, peu importe, entreprise, entrepreneur, c'est une personne qui est capable de saisir des opportunités. Voilà. Donc, que tu sois petit ou que tu sois gros, oui, il y a des opportunités à saisir. Mais tu ne t'auras jamais, comment dire, accès à ces opportunités si tu restes dans ton coin et que tu dévoiles pas ce que tu fais à une audience. Donc, Ouais. voilà ma réponse sur ta question piège. Ouais, non, très bien. C'est bien parce que pendant que tu parles, du coup, moi, ça me fait réfléchir et ça me permet de me faire mon opinion aussi. Ça m'a rappelé, par exemple, Danette qui a créé des concours de parfums pour que sa communauté participe à imaginer les futurs parfums. Qui fait que, évidemment, quand on a participé, on a envie de goûter tous les parfums, donc ça recrée de l'engouement pour le produit. Je pense à Carambar aussi, qui fait que les gens peuvent envoyer leurs blagues pour qu'elles soient dans les Carambars, etc. Donc, tout ce côté participatif sera beaucoup plus simple quand vous aurez une communauté sur YouTube que si vous devez le faire comme ça de but en blanc ou que vous devez faire énormément de pubs pour le mettre en avant. Donc ça, c'est un des avantages. Et après, un autre avantage que je vois plutôt pour les marques challenger. Alors, si on reste d'abord sur les grosses marques, les Danone et compagnie, créer un lien avec sa j'allais dire avec son audience, mais du coup avec ses clients, avec sa base de clientèle, ça permet très facilement d'augmenter ses prix ensuite. Oui. Et quand on est sur de la masse, sur la distribution de masse, bah, vendre un yaourt 1,20€ au lieu de le vendre 1€, ça fait une énorme différence. Et rien que de dire, bah, chez nous, on met des trucs en plus. Chez nous, les yaourts Danone, il y a un truc en plus que n'ont pas nos concurrents. Parce que chez nous, on vous a montré dans nos vidéos, dans nos trucs, qu'on fait les choses comme ça. On est super qualité. On fait attention aux gens. On fait attention aux bactéries qu'on met dedans, j'en sais rien. Donc, rien que cette petite augmentation, on parle pas là de freelance qui vont vendre des prestats à 2 000 €. On parle de yaourt, ça, on met entre 1€ et 1,20€, ça change énormément pour eux. Et surtout, là où c'est encore plus intéressant à mon sens, c'est pour les challengers. C'est-à-dire, demain, vous voulez lancer une marque de yaourt, ou vous avez votre marque de yaourt locale qui est vendue en région, voilà, et vous voulez vous développer au niveau national.
Là, il y a un vrai positionnement à prendre. C'est le positionnement qu'avait pris Michel et Augustin à Ouais. l'époque. C'est le positionnement Ben Jerry's aux États-Unis. Ces petites marques qui viennent challenger les grosses marques qui sont établies. Et là, vous êtes obligé d'être différent. Et là, pour le coup, trouver un moyen de transmettre vos valeurs, de transmettre qu'est-ce que vous faites de mieux et de différent que les autres, c'est primordial pour votre réussite. Et là, YouTube rentre complètement dans ce genre de stratégie. Bien sûr, bien sûr. Et niveau investissement, on va pas se le cacher, euh, c'est beaucoup moins cher que des pubs, YouTube. Ouais. Ça Moi, a un ça me coût, fait, hein, attention, ça a un coût, mais c'est beaucoup moins cher. ouais, ça me fait marrer. Je sais pas si tu regardes un peu les émissions d'investisseurs dans les startups. Tu sais, donc il y a Dragon's Den en Angleterre qui est la plus ancienne, ça doit être la 20e saison. Il y a Shark Tank aux États-Unis. Maintenant, ils ont enfin en France, ils ont enfin lancé le truc qui s'appelle Qui veut devenir mon associé. Oui, C'est la version française de ces émissions-là. C'est d'ailleurs très drôle de regarder ces émissions et de voir les différences entre la culture anglaise, la culture américaine et la culture française dans l'investissement dans les boîtes. Bref, à chaque fois qu'il y a une startup qui arrive et qui dit je veux me lancer dans l'alimentaire, systématiquement les investisseurs disent oh là là, mais alors vous voyez tellement pas assez gros, il va vous falloir des millions et des millions pour oui. pouvoir faire connaître votre marque, pour la publicité, pour le marketing, etc. Et quelque part, un bon moyen de pas avoir besoin de mettre ces millions, c'est de partir dans de la création de contenu et d'utiliser la puissance des plateformes pour vous faire connaître par ce biais-là. Et aujourd'hui, avec les formats courts, les formats longs, on a largement de quoi se faire découvrir et de se créer sa première communauté et de grossir à partir de là pour un budget 10 fois ou 100 fois moins grand que s'il avait fallu concurrencer les énormes marques, les Nestlé, les Danone et compagnie. Ah non, mais tout à fait d'accord, hein. Et je sais qu'il y a beaucoup de petites startups ou d'entreprises, petites entreprises françaises qui ont fait ce pari-là, qui le font comme tu dis, sur LinkedIn, sur Instagram, sur YouTube. Et quand c'est bien fait, qu'il y a une vraie stratégie derrière, euh, bah, ça fonctionne. Ça fonctionne et je viens de penser à quelque chose, pas forcément pendant que tu parlais, c'est aussi pour les personnes qui font appel, comment dire, à des plateformes, alors pas de dons, mais comment ça s'appelle, De financement du participatif. financement participatif. Et bien pareil, ça marche très bien quand vous associez une communication sur YouTube avec du financement participatif. Ah, Voilà. bien sûr. Parce Bien que sûr, derrière, les plus gros financements participatifs, c'est des personnes qui ont déjà une communauté online, exactement. qui les connaissent, etc., et qui les suivraient au bout du monde parce qu'ils disent, bah, ça fait des années que que je regarde son contenu, évidemment, je vais soutenir, je vais acheter son bouquin ou sa première création, sa prochaine création. Tout à fait. Par contre, qu'on soit bien d'accord, hein, et c'était un peu le but de cet épisode, ne cherchez pas forcément les vues en faisant tout et n'importe quoi. Cherchez plutôt les bonnes vues et donc vos futurs prospects, vos futurs acheteurs, une audience qui vous suit pour vos valeurs, pour ce que vous êtes, pour ce que vous êtes différent des autres. Voilà, c'est cette métrique-là que vous devez regarder et pas seulement vous dire, voilà, il faut que je fasse des millions de vues pour réussir sur YouTube. Parce que ça, on en a déjà vu aussi faire des millions de vues, mais si derrière ça convertit pas, il n'y a aucun intérêt. Et alors, du coup, comment on mesure la conversion? Ça sera peut-être la dernière question de cet épisode, mais ok, c'est pas les vues qu'il faut regarder, du coup, il faut regarder quoi? Les abonnés? Faut regarder, comment tu mesures la conversion? Les abonnés, alors peut-être au départ sur une chaîne YouTube, oui, ça a un peu d'intérêt. Après, je pense que c'est plutôt comment dire, les likes, les commentaires. Voilà, est-ce que ça discute un petit peu de vos commentaires? Est-ce que vous avez réussi à créer cette communauté qui a envie de discuter avec vous? Mais je pense que les métriques les plus intéressantes, ça va être le fait de faire sortir votre communauté de YouTube pour l'amener ailleurs, sur d'autres réseaux sociaux, sur peut-être une newsletter, donc sur en gros des liens en description, mais pas forcément des métriques propres à YouTube. Voilà. Et D'accord. essayer de les amener ailleurs. Pourquoi? Et ça c'est quelque chose que j'aime bien rappeler, YouTube ne vous appartient pas. Faut faire attention. On sait jamais. Il peut avoir un souci comme la plupart des réseaux sociaux. Et je pense que c'est intéressant pour chaque marque d'un moment de créer une audience et de la faire sortir un peu des réseaux sociaux pour pouvoir discuter aussi plus facilement avec. Voilà. Et c'est pour ça que je pense que les newsletters, ça peut être intéressant, ou en tout cas de récupérer l'email. Ça, c'est ma façon, c'est mon côté entrepreneur qui aime bien rappeler ce côté-là. Et toi qui es le spécialiste des stats sur YouTube, c'est quoi la stat à regarder?
Alors, ouais, je dirais qu'il faut effectivement faire attention avec l'idée de faire sortir les gens de la plateforme parce que pour la vidéo qui fait sortir du monde de la plateforme, ça va bousiller vos stats d'engagement et YouTube va pas aimer, donc va pas mettre votre vidéo en avant. C'est pour ça que c'est intéressant de séparer les contenus et de bien se dire que ça, c'est une vidéo que j'appelle vidéo de vente. C'est-à-dire le but, le but de cette vidéo, c'est de les faire sortir de la plateforme. Cette vidéo sera condamnée à pas faire beaucoup de vues et vous aurez d'autres vidéos où vous ne demanderez pas aux gens de quitter la plateforme, vous demanderez aux gens d'aller voir d'autres vidéos, des vidéos découvertes, des vidéos communautaires, etc. Donc c'est bien l'idée de cette stratégie à 3 types de vidéos. Vidéos découvertes, pour que des nouvelles personnes en permanence se disent « Ah tiens, je connaissais pas cette marque, c'est intéressant ». Des vidéos communautaires pour qu'ils créent ce lien beaucoup plus long terme avec vous et qu'ils commencent à se dire « C'est avec eux que j'ai envie de travailler ». Et de temps en temps, des vidéos de vente pour dire « Ok, je veux aller à l'étape d'après, je veux télécharger leur petit bouquin, je veux caler une visio avec eux, je veux m'inscrire à leur newsletter ». Et c'est quand vous sortirez cette vidéo-là que vous allez surveiller la métrique. La métrique, ce sera le nombre de personnes qui ont cliqué, le nombre de gens qui seront arrivés par là. Et c'est là où vous ferez un peu le bilan de « Ok, voilà le budget qu'on a mis sur toute cette stratégie YouTube aujourd'hui. Voilà combien ça nous a ramené de nouveaux prospects, de nouveaux clients, combien ça nous aurait coûté d'avoir des prospects aussi qualifiés avec d'autres méthodes de publicité habituelles ou de call d'appel à froid, de call d'email et de choses comme ça. Et c'est là où vous allez pouvoir comparer un petit peu les deux, tout en gardant bien en tête que sur YouTube, c'est des assets. C'est-à-dire qu'une fois que c'est créé, ces vidéos-là, elles continueront de travailler pour vous sur le long terme. Donc c'est logique qu'au début, ce soit pas très rentable par rapport à d'autres méthodes qui sont beaucoup plus directes, mais du call, on dit ça comme ça, du call d'appel téléphonique, du démarchage téléphonique, on va dire. Une fois que vous avez raccroché le téléphone, c'est fini, vous n'allez pas en avoir des nouveaux, des clients qui arrivent ou des prospects. La vidéo, une fois qu'elle est sur YouTube, elle reste sur YouTube, il y a des nouvelles personnes qui la découvrent et vous allez en récupérer en permanence des nouveaux prospects. Donc gardez bien en tête que c'est une trajectoire qu'on va essayer de suivre, mais voilà, l'intérêt pour moi, il est vraiment là. De toute façon, pour en savoir plus sur les différents formats de vidéos, hein, n'hésitez pas à aller écouter l'épisode 2 qui s'appelle « Comment choisir ses sujets de vidéo ». On vous explique vraiment toute la stratégie avec les vidéos communautaires, les vidéos découvertes et les vidéos de vente. Voilà, ce sera un épisode consacré à ces 3 types de vidéos. Ok, quelque chose à rajouter, mon cher Sylvain ? Non, je pense qu'on a fait un bon tour de la question. N'hésitez pas, si vous avez des points qu'on n'a pas abordés, à venir en parler dans le post LinkedIn qui est associé à cet épisode. Tous les épisodes ont un post LinkedIn associé. Vous avez nos profils LinkedIn dans la description. Vous tomberez sur le post et vous pourrez venir poursuivre la discussion avec nous. Ça nous intéresse beaucoup. Exactement. Et comment les gens peuvent nous soutenir, Sylvain ? Eh ben, en s'abonnant au podcast, quelle que soit la plateforme où vous l'écoutez, et en mettant une très bonne note à notre podcast, si jamais ça vous plaît, évidemment, quelle que soit la plateforme que vous écoutez. Apple Podcast, c'est encore mieux. C'est parfait. En tout cas, merci beaucoup, Sylvain, pour cet épisode. Je t'en prie. Et je te dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ciao. Allez, ciao.